Il y a quelques semaines en arrière, j'avais récupéré cette moto complètement en morceaux. Je m'étais mis au défi de la remonter entièrement le plus rapidement possible et de la démarrer, que j'ai réussi dans le premier épisode. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets juste ici et je vous conseille vivement de le regarder si vous voulez attaquer cette vidéo. Dans cet épisode, j'avais réussi à remonter cette moto en seulement 11 heures et la démarrer. Mais avant qu'elle puisse reprendre la route, il reste pas mal de boulot et c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. On va régler tous les petits soucis et à la fin, on ira rouler avec. Mais avant d'attaquer cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Vous en avez marre qu'on vous espionne sur le Wi-Fi public, qu'on vous suive à chaque fois que vous cliquez sur un lien ou que Netflix bloque certaines séries à cause de votre pays, moi aussi. C'est pour ça que pour ma part, j'utilise Surfshark VPN. Déjà, ce qui est génial, c'est que si comme moi, vous avez énormément d'appareils, vous pourrez tous les connecter avec une seule licence, donc téléphone, iPad, télé, ordinateur, etc. Maintenant, imagine que tu veux acheter un billet d'avion pour partir en Amérique, ce que j'ai énormément envie de faire en ce moment. Tu te connectes avec Surfshark et là, boum, tous les prix sont beaucoup plus bas. Évidemment, ça fonctionne aussi pour l'hôtel que tu comptes prendre là-bas. Et avec ce VPN, tu peux utiliser Netflix US qui a plus de 1300 séries et films contre 600 en Europe. L'appli est ultra simple à utiliser, tu as juste à appuyer sur le bouton On et choisir ton serveur et là, boum, t'es invisible. Les pubs, les trackers, les malwares, tout est bloqué. Rien que pour ça, vraiment, ça vaut le coup. Ce qui m'arrive très souvent, c'est de travailler à l'extérieur et j'utilise du coup mon ordinateur sur des Wi-Fi publics. Et avec le VPN, tu peux faire absolument tout ce que tu as l'habitude de faire sur ton ordinateur sur un Wi-Fi public. Tu peux regarder tes mails, etc. Tu peux faire tout ce que tu veux sans avoir peur qu'on te vole tes mots de passe, tes cartes bancaires, etc. Si vous cliquez directement sur le lien qui est dans la description ou que vous utilisez mon code BORDEL, vous aurez droit à 4 mois gratuits supplémentaires sur votre abonnement Surfshark VPN. Un grand merci à Surfshark de soutenir mes vidéos et on peut reprendre. Première étape de la vidéo, on va venir démonter la roue arrière et la roue avant pour deux raisons. La première, c'est que les pneus sont ultra vieux, je crois qu'ils ont 15 ans, un truc du genre, donc autant vous dire qu'ils sont hyper durs et hyper dangereux. Ils commencent même à se déchirer à certains endroits, donc on démonte, on change les pneus. Deuxième raison pour laquelle je démonte la roue arrière, j'ai oublié ces deux pièces-là dans l'épisode précédent. En fait, quand j'ai remonté le bras oscillant, erreur de débutant, j'ai oublié de mettre ces deux couvercles de chaque côté de l'axe. Ces deux pièces servent en fait à garder la graisse à l'intérieur, qu'elle s'échappe pas sur les côtés. Et en même temps, elles servent d'entretoise, donc impossible de rouler sans ça. On va devoir tout redémonter. Même quand je vais faire des vidéos sérieuses, j'y arrive pas, j'avais oublié d'activer la caméra. L'axe a été une tannée à sortir. J'ai tapé dessus à mort, il était complètement rouillé. Le désavantage de remonter une moto rapidement, c'est qu'on fait tout à la va-vite pour la vidéo et on oublie quelques détails. Dommage, la séquence était drôle, il y en aura d'autres. Donc là, on enlève tout. Roue arrière, ça dégage. Maintenant, il faut qu'on démonte la roue avant, donc je vais venir caler la moto dessous pour la soulever un petit peu et pas faire tout tomber. Hop, on est pas mal, à nous deux. Allez, les étriers des deux côtés. D'ailleurs, j'ai pas pensé à commander les plaquettes, mais je vais les commander bien sûr avant de tout remonter. J'ai pas envie de me tuer au premier freinage. Ok, l'autre côté. On démonte l'axe de roue. Donc là, avec mon pied, je viens de tenir la roue dessous pour éviter de forcer sur la fourche pour rien. Hop, et là, tout est libre. Ok, et l'entraîneur de compteur. Ciao, la roue est libre. Maintenant qu'elles sont démontées, direction pyramide moto pour changer les pneus, parce que j'ai pas de machine ici. Je mettrai de la musique pendant que je les change, j'ai pas envie de les déranger pendant qu'ils travaillent, en parlant, etc. Du coup, j'ai envie de vous dire, c'est parti pour des bonnes images. Roue avant remontée, pneu neuf. On peut passer à l'axe du bras oscillant, que je n'ai pas du tout envie de démonter, mais on n'a pas le choix. Parfait, ça sort nickel. Là, j'ai mis un cric dessous pour éviter que quand j'enlève l'axe, ça vienne tomber. Donc on va voir si ça fonctionne ou pas, ça m'arrangerait beaucoup. Ça a bougé, mais légèrement. Donc maintenant, je vais pouvoir descendre légèrement le cric, venir mettre mes deux cales, remonter tout, mettre l'axe et on n'en parle plus. Hop là. J'espère que j'aurai assez de jeu pour les passer. Ouais, ça va être tendu. Hein. Est-ce que ça va passer? Ah, ouais, je pense qu'il va falloir sortir entier.
la flemme peut vous faire perdre énormément de temps. J'ai eu la flemme de tout redémonter pour remettre l'axe correctement. Du coup, je l'ai rentré en force, tout ça, ça passait au millimètre, c'était hyper serré. J'ai galéré à le remettre en place, donc j'ai perdu une demi-heure, alors que si j'avais démonté, ça se serait fait peut-être en un quart d'heure. La flemme, ça parle à beaucoup de monde. L'axe, on n'en parle plus. Kitchen. Avant, je vais faire un gros nettoyage aussi, parce que là, c'est bien dégueu. Je peux pas remonter ça là-dessus. On se retrouve juste après le grand nettoyage. Donc voilà, nettoyage à la haut bordel. Attention, c'est grossier, mais c'est pas grave, ça ira très bien. Lui là, je l'ai pas changé, c'est pas un kitchen complet, c'est que la chaîne. Par contre, ces pièces-là, le pignon de sortie de boîte et la couronne sur la roue sont nickel. Donc on va le garder. Ouais, voilà. Donc ça c'est bon, nickel. Hop, j'avais même pas vérifié. La chaîne, on va y monter une affame dorée comme ça. Je crois que c'est un peu cramé à l'écran, mais voilà, là on voit mieux. C'est une chaîne dorée et quand on commence à mettre de la graisse dessus, elle reste pas longtemps dorée. C'est bien dommage. Mais c'est une chaîne de qualité et elle durera longtemps sur la moto. Voilà. On fait passer la chaîne tranquillement. Ça bougera plus. Allez, on remonte la roue. Hop. Ok, là on est pas mal. Bon, c'est pas évident de filmer et faire les choses en même temps. Là, pour le coup, je suis désolé si on voit pas grand chose, mais il n'y a rien de bien intéressant. Remettre une roue arrière. Maintenant, est-ce que la chaîne est assez longue ou trop longue même? Elle a l'air vachement longue. Elle va sûrement devoir... Ouais, il va falloir enlever les maillons. Voilà, donc j'utilise un outil de la marque Busetti. Ça, c'est des outils que j'avais achetés il y a longtemps. Parce qu'avant, au bordel, je voulais ouvrir un garage moto. Donc j'ai ressorti cet outil de malheur. Je le déteste. Voilà, c'est des outils qui coûtent cher. En plus, c'est des Busetti. Je les déteste. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas des outils plus sophistiqués que ça. Il y en a, je sais. Mais ça coûte encore plus cher que ça. Je crois que ça, c'était 150 balles déjà. Pour un vieil outil italien, là. Hop. Donc là, j'ai enlevé 2 maillons. Je vais pas en enlever qu'un. Donc la première étape, ben, j'ai enfoncé un peu le rivet de la chaîne, là. Maintenant, il faut le chasser. Le problème, c'est que l'outil, je l'ai acheté. Premier jour où je l'ai utilisé, il s'est pété. Voilà. Donc, il me reste que, pour ceux qui connaissent, la longue. Donc, la plus dangereuse, celle qui pète le plus souvent. Donc, on va prier, on va voir si elle pète ou pas. Et au pire des cas, ça sera un gros coup de disqueuse. Voilà. Hop. Ouais. On va le retendre un petit peu. Mais voilà, chaîne à la bonne longueur. Et là, au moins, je suis sur les réglages d'origine. Parce que d'origine, il y a un truc, il y a un petit témoin pour dire quand la chaîne est fatiguée. Donc voilà. Au total, je crois que je vais enlever 4 maillons pour qu'elle soit de la bonne taille. Demain, faisceau, batterie, carbu et entretien. Et on aura bien avancé. On pourra sûrement aller rouler avec. À demain. Bref, voilà où j'en suis. J'ai refait tout le faisceau au propre. Joli câble management. Au moins, ça laisse passer le culot au milieu sans gêner. J'ai refait l'intégralité des fils, ça allait pas. J'ai refait ça aussi. C'était un bordel sans nom. Tout fonctionne. Maintenant, bon, il y a encore les coques de clignotant à changer ici. De l'autre côté aussi. Je sais pas pourquoi, c'est le côté droit. Peut-être qu'elle est tombée, la moto, j'en sais rien. Clignotant. Voilà. Et le phare, je vais vous montrer tout à l'heure. Et entre-temps, j'ai repeint aussi une pièce, le cache de la chaîne. Voilà. Je sais pas si on le verra bien à l'écran, mais il était tout moche. Et du coup, je l'ai repeint avec une peinture haute température mate. Haute température, c'était pas la peine, mais j'avais que ça. Donc, ça fera le taf. J'ai avancé sur pas mal de petites choses. Je vais vous montrer une relique de notre temps. Regardez-moi ça. Des plaquettes arrière. Donc, avec les rainures et tout, c'est vraiment à l'ancienne. Donc la marque New Friend. Et ça, quand c'est sorti en magasin, je suis sûr que j'étais même pas né. Je suis né en 93 et la moto est de 83. Voilà, donc à mon avis, ça c'était dans un stock. C'est Pyramide Moto qui a retrouvé ça à l'arrière de la boutique. Ça doit dater de 83-84 aussi, donc c'est incroyable d'avoir cette relique. Et c'est les freins arrière, du coup je l'ai remontré. Hors caméra, j'ai également monté la batterie. Bon, rien de bien important, mais j'ai mis une masse sur le moteur, enfin sur le moteur, sur l'axe du moteur, et j'ai monté la batterie. Donc je vous ai passé quelques étapes qui n'étaient pas très intéressantes, comme le changement des plaquettes arrière, je le ferai hors caméra.
Par contre, une fois que j'aurai remonté le phare, on va démonter l'échappement pour virer des vis qui sont foirées sur le bloc. Et on s'attaquera au démontage de la rampe de carbu pour lui faire un entretien complet. Et une fois qu'on aura fait ça, bah écoutez, on peut tout remonter et on peut aller l'essayer. Je vous ai épargné le démontage de la rampe de carbu et des échappements. On l'avait déjà vu dans l'épisode précédent. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo. J'ai commencé à démonter les goujons pour les changer, les remplacer par des vis plus solides, plus sympas. Le problème, c'est que tous les goujons sont complètement bloqués dedans. J'ai réussi à en sortir qu'un seul avec la méthode de l'écrou contre écrou. J'ai sorti la machine Vevor pour faire chauffer les vis. Ça n'a pas suffi. J'ai utilisé une pincetto Facom de bonne qualité. Ça n'a pas suffi non plus. Donc demain matin, j'irai chercher mon poste à souder chez mes parents et j'irai souder directement un écrou au bout, en espérant que ça sorte comme ça, parce que là, c'est une galère. En attendant, j'ai mis le bac à ultrasons à chauffer et on va s'occuper du démontage des carburateurs. La rampe, la voilà. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On va surtout voir les grosses étapes pour nettoyer les carbus, sachant que je ne vais pas faire un nettoyage approfondi. Je vais surtout nettoyer l'intérieur des carbus. Je ne vais pas les démonter entre eux, tout ça. J'ai la flemme. Là, je commence à démonter la petite pompe là, qui risque de me gêner sur la rampe. Tac. Donc lui, hop, on peut le déplacer. Ok, à changer. On va commencer par démonter les 4 chapeaux. Tac. Voilà, hop. Donc là, nickel. Le ressort. Et... oh, j'ai fait le faire tomber. Et le boisseau avec l'aiguille. Ouais, c'est en très très bon état. Ça va être facile à nettoyer. Les 4 sont démontés et franchement, j'ai un gros coup de chance. Elle est en très très bon état cette rampe. Elle sent même pas trop l'essence pourrie. C'est une rampe qui va être facile à nettoyer et qui repartira nickel. D'ailleurs, elle avait démarré sans nettoyage. Donc un bon nettoyage ne lui fera que du bien. Les cuves. Hop. Oh, il y a de l'essence dedans. Ouais. Merde. Bien verte. Ouais, ça va. Franchement, j'ai vu bien pire que ça. C'est que un peu de verre au fond, mais pas trop de dépôt et tout. Ça va être facile à nettoyer encore une fois. Hop, le joint de cuve qu'on va changer évidemment. Ici, on a l'axe du flotteur qu'on peut faire sauter tranquillement comme ça. Hop, on sort le flotteur. Ici, au bout du flotteur, il y a le pointeau qui est, j'espère, dans le kit de réparation. Ici, le gicleur principal qu'on va venir démonter. Hop, boum, de côté. Le gicleur. Il s'est passé beaucoup trop de choses hors caméra. À chaque fois que j'essaie de faire une vidéo
carré. Une vidéo sérieuse, sans trop faire de bêtises. Bah ça loupe pas. En fait, je suis maudit pour de vrai. J'ai commencé à démonter les carburateurs. Et comme vous avez pu le remarquer, il n'y avait pas de son. C'est pas très intéressant et dans tous les cas, je l'avais déjà fait sur la vidéo de la FZX, si vous ne l'avez pas vu avec Peter. Je vous la mets ici. J'ai démonté les carburateurs, je les ai mis au bac à ultrasons, tout ça machin. Et à l'intérieur des cuves, il y a une sorte de caoutchouc, un truc qui vient boucher un canal de Jacques Carbu. Il n'y avait pas la pièce dans le kit de remplacement et cette pièce, elle n'est pas censée s'user avec l'essence. Pas de chance, je suis au bordel, la malédiction, les miens étaient morts. Heureusement, ce matin, très tôt, j'ai réussi à avoir les pièces de rechange chez Volpi à Avignon. Donc merci beaucoup Volpi, tu m'as sauvé mec, sinon elle n'aurait jamais démarré aujourd'hui. Ensuite, parce que c'est pas terminé bien sûr, j'ai voulu extraire les goujons cassés de la culasse pour mettre des vis à la place, des vis neuves. Non, ça s'est pas passé comme prévu, impossible de les sortir. Du coup j'abandonne, le lendemain je vais chercher le poste à souder chez mes parents, je soude des boulons au bout. La première elle sort, ça y est j'ai trouvé la solution, nickel on est sauvé. Deuxième, impossible, jusqu'à ras de la culasse. Impossible de percer évidemment puisqu'il y a le cadre qui passe devant et pas envie de tomber le moteur pour ça. Et j'ai pinaillé pendant au moins 3-4 heures pour trouver une solution, impossible. J'ai entamé un peu la culasse et tout pour pouvoir sortir le goujon mais impossible. Du coup j'ai fait un système MacGyver, j'ai ressoudé directement un goujon, ça tient. Hasardeux, mais fonctionnel. On en est là, j'ai remonté la rampe de carburateur. Il faudrait que je change la petite pompe qui est sur la rampe parce qu'elle fuit. Le robinet d'essence parce qu'il fuit. Et, sauf quand il est en réserve. Donc pour l'essai, on restera en réserve. Et voilà, ça a été une vraie galère. Et pour une fois, je voulais faire une vidéo carrée parce que c'est quand même mon métier à la base. Même ça, j'ai pas le droit. Voilà. Je remonte tout ça, tout ce qui reste hors caméra. J'ai évidemment fait les plaquettes arrière aussi. Je vais purger les freins avant parce que j'ai pas encore les plaquettes, mais pour aller faire un petit tour, ça suffira. Et écoutez, on se retrouve demain parce que là, il est tard. J'ai passé la journée encore dessus. Demain matin, la vidéo sort demain. Hein. Demain matin, j'irai filmer quand je vais me balader avec et on terminera cette vidéo. Allez, nous sommes le lendemain. La moto est froide, hein, comme vous le voyez. Hop. On va voir comment elle démarre déjà, sans starter. Excusez-moi d'avance pour le son, hein, comme la dernière fois en moto. J'ai pas investi dans un autre micro pour la moto. Donc ça risque d'être un peu catastrophique. On va dire hasardeux mais fonctionnel encore une fois. Donc, déjà, il faudra peut-être graisser un peu le Neyman là qui déconne. Mais j'ai l'impression que c'est toutes les vieilles bécanes qui ont ce problème. Tac, allez. Ok. Je crois qu'il y avait le voyant d'huile qui est allumé mais non. Les clignotants. Ok. Bah écoutez. Ah, j'ai mes tours minutes qui ne fonctionnent plus. Bon, je suppose que c'est le câble qui a dû lâcher. C'est pas grave, il avait une sale tête de toute façon. On va aller rouler tranquillement. Alors avant qu'on me crie dessus, oui, j'ai pas d'équipement. Là actuellement je m'en fous, je vous cache pas, il fait 45 degrés, on est en pleine canicule. Je préfère avoir une pizza que crever encore plus de chaud. Déjà rien que dans le casque, je suis en sueur. Donc tant pis, c'est pas grave. Si je tombe, c'est mon problème, pas le vôtre. C'est moi qui aurai une pizza, pas vous. Klaxon. Parfait. Bah écoutez, on va commencer à rouler et je vais m'éloigner un peu de mon lieu de tournage et je vous reprends. Bon alors voilà, première déception, je remarque que le guidon ou la fourche, ouais, je pense plus que c'est la fourche, est tordue. Donc peut-être que la moto dans une autre vie est tombée et a été démontée par la suite. Donc c'est pas grave, enfin si c'est chiant parce que ça fait des travaux en plus, mais en soi c'est pas la mort. Les freins avant sont quasiment inexistants, mais ça m'étonne pas du tout sur ces motos des années 80. Double disque plein, c'était hasardeux, mais bon, voilà, je risque pas de bloquer la roue. Qu'est-ce que je peux dire, la boîte Honda est incroyable, même après toutes ces années. En fait, les vitesses, elles passent en un demi-millimètre, ça claque et terminé quoi. C'est d'une douceur incroyable, mais ça c'est, j'adore Honda pour ça depuis toujours. Ils savent faire des boîtes de vitesse, c'est incroyable. Voilà, le freinage, hop, ça bloque direct. Je sais pas du tout ce que ça donne avec le vent dans la face là. On verra bien au montage, ce sera la surprise.
En tout cas, pour une moto qui a été arrêtée pendant des années, elle se comporte très très bien. Les carbus, c'est parfait. Voilà, j'ai l'impression, même si j'ai pas fait de synchro, je l'ai fait à l'œil. Pour la synchro, j'ai utilisé des forêts de perceuse en guise de cale, quoi. Et j'ai mis à peu près tous les papillons au même niveau. Au moins, ça me permet d'avoir une synchro assez classique, quoi, une synchro de base. Comme ça, je pourrais faire des réglages avec une vraie machine adéquate plus tard. On va faire demi-tour ici et on va tirer un peu dedans. Donc c'est parti en seconde, voir ce que ça donne. Mais ça va bien. C'est pas un foot de guerre, mais c'est pas mal en vrai. Ça s'arrête jamais de gueuler, on dirait qu'il n'y a pas de rupteur, quoi. Déjà, avant de faire le point de cette moto, j'ai dit précédemment dans la vidéo que je comptais pas faire de 3e épisode. Je vois qu'il y a encore pas mal de choses à faire pour la rendre vraiment cool. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, marquez-moi en commentaire, je veux la suite. Alors que dire de cette moto? Pas mal de choses. Ça a été assez rapide pour la remonter, la faire rouler, tout ça. La vieille mécanique Honda en plus, c'est incroyable comme elle démarre à froid, sans starter, rien du tout. Pour comparer avec la ZR7, il faut la faire chauffer pendant au moins 10 minutes avant d'enlever le starter. Et même en enlevant le starter, ça patatouille encore un petit peu, c'est pas parfait. Et ça a été observé sur pas mal de ZR7, donc c'est pas un cas particulier. J'avais jamais roulé avec une bol d'or, j'ai roulé avec beaucoup de Honda, des vieilles CB, des CB500, machin, tout ça. Mais j'avais jamais roulé celle-là et je dois vous dire que je suis étonné du confort incroyable de cette moto. C'est un tracteur, c'est coupleux, même en bas avec un 4 cylindres. Brrr, brrr. Tu peux rouler à 2000 tours, 3000 tours, je suppose, parce qu'il n'y a pas de contour, mais sans problème. Voilà, tu passes toutes les vitesses, c'est à 80, elle force même pas, c'est génial. Ça manque évidemment un peu de patate, mais c'est normal, c'est un 7,5, ça fait 74 chevaux, de l'époque en plus. Donc c'est pas fou. Il y a à mon avis un travail à faire sur le frein avant parce qu'il est hasardeux à mort. La fourche, on verra ce qu'on fera parce que je veux pas garder une fourche tordue, ça reste dangereux. La boîte Honda est incroyable, comme sur toutes les Honda pratiquement. À part leur nouvelle boîte automatique bizarre, là, je sais plus comment ils appellent ça là. Ça c'est pour les flemmards, ça m'intéresse pas. Leurs boîtes manuelles ont toujours été hyper agréables et là même en 83, le confort, tu compares ça encore une fois à Kawa. Kawa, tu as l'impression que tu casses la boîte à chaque fois que tu passes une vitesse. J'exagère, mais vous m'avez compris. Yamaha, c'est pareil. Là, tu le sens à peine au bout du pied. C'est incroyable. Et même pour rétrograder, c'est génial. Honda, très fort au niveau des boîtes. Au niveau de la conduite, c'est pareil, c'est hyper agréable à rouler. Même dans les ronds-points, dans les virages, tout ça, ça y va tout seul. Après, j'ai pas attaqué, je risque pas d'attaquer dans cet état, mais voilà, tu vas dans les ronds-points, c'est vraiment smooth. Encore une fois, je vais comparer à la seule que j'ai dans le garage. Quand tu commences à pencher, c'est nickel et tu as une sorte de blocage. Voilà, tu as l'impression que d'un coup, elle fait comme ça. Et d'un coup, hop, vous voyez ce que je veux dire? T'as pas cette impression de fluidité comme sur cette moto où vraiment tu prends ton virage, tu ressors calmement et c'est fluide. Elle, là, qui est à côté, la ZR7, c'est pas du tout ça. Tu rentres dans le virage, tu as l'impression que tes pneus sont dégonflés, ça fait vraiment une impression de hop, et après tu reviens. C'est beaucoup moins agréable. Après, c'est pas la même utilisation non plus. La ZR7, c'est une petite moto. C'est une moto, on va dire, pour jeunes conducteurs. C'est bien pour se faire la main, mais c'est pas une moto hyper agréable à rouler au quotidien. Maintenant que j'ai la Honda, j'ai plus du tout envie de rouler la ZR7, donc je la garde pour la Duchesse, et si elle décide de s'en séparer, alors on la vendra. Je vous cache pas que celle-là aussi, j'avais décidé de la vendre à la base, de la réparer, la faire propre, lui faire le CT et la vendre. Mais maintenant que j'ai roulé avec, eh ben, je la trouve plutôt sympa, même si elle n'est pas très puissante. Franchement, aujourd'hui, ça me suffit largement, même si, encore une fois, je suis plus fan d'Harley que ce genre de bécane. Je préférerais acheter une Dyna, comme j'ai eu à l'époque de 99. FXDX pour les connaisseurs, que j'adorais. J'ai mis pas mal de pièces performance dessus, elle était vraiment cool. J'avais dû la vendre, malheureusement. On va dire que le temps de me racheter une petite Dyna ou autre chose, un truc sympa, ben, je vais garder celle-là et je vais la customiser un peu plus à ma sauce parce que la déco, je la trouve infecte et pas d'origine. D'origine, il y a des jolis traits, style années 70-80, c'est magnifique.
Et voilà, donc si ça vous intéresse, je ferai un 3e épisode sur cette moto. Et si vous n'êtes pas intéressé, je le ferai à temps perdu de mon côté, sans caméra, et je vous mettrai quelques stories sur Instagram. Sur ce, merci beaucoup à tous pour votre soutien. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si vous aimez ce que je fais. On se retrouve dans 2 semaines pour un épisode sur le véhicule que vous avez vu au début de la vidéo, où je vous fais un petit chut. Voilà, donc j'ai hâte de vous montrer ça aussi, c'est le nouveau véhicule de la Duchesse. Et il y a pas mal de choses intéressantes qu'on va faire dessus. C'est américain, ça me plaît. À la prochaine, ciao.